Bonjour, bon après-midi. Comme d'habitude, presque habitude, je redis que je suis touché par votre présence et surpris et exhilaré en même temps. Cet après-midi sera consacré à un auteur qui a connu une réputation douteuse au cours du XXe siècle. C'est un savant allemand, un savant privé, d'ailleurs, jamais académique, qui s'appelait Oswald Spengler. Et la conférence porte le titre « Histoire a priori de la fin de partie jouée par l'Occident, de la prophétie de Spengler et comment elle s'est accomplie ». Il y a une raison majeure à ce que la Première Guerre mondiale soit devenue une date clé pour le surgissement de questions portant sur l'essence, le futur et le destin de l'Europe. Peu après qu'elle s'est achevée, en novembre 1918, s'est diffusée sur tout le continent la sensation qu'au bout du compte, elle n'avait fait que des perdants. En dépit des traités de paix de Versailles et de Saint-Germain qui furent conclus en mai et en septembre 1919. Leur front équivalait à un diktat des puissances victorieuses. Leurs effets convergèrent dans l'abattement général et dans la frénésie des années de repos. Parmi les perdants, on trouvait même partiellement les États-Unis d'Amérique, depuis qu'il était clair que seule une petite fraction des crédits de guerre qu'ils avaient accordés à la Grande-Bretagne serait remboursée. Leur entrée dans la guerre européenne, à partir d'avril 1917, ne leur en a pas moins valu ce profil hégémonique dont ils n'ont été plus capables de se départir au cours des 100 années suivantes dans le domaine de la politique internationale. Et à la même époque, l'agent pathogène de la grippe espagnole provoqua, à partir du printemps 1918, une pandémie dont le nombre de victimes dans le monde entier fut largement supérieur à celui des victimes de la guerre. Le sentiment de la valeur de la vie humaine connut une chute qu'on avait rarement connue auparavant. Et si le monde d'hier, à en croire à la description nostalgique qu'en donne Stefan Zweig, avait vécu dans une ère de la sécurité, la capitulation de l'Allemagne et de l'Autriche avait ouvert, du point de vue psychopolitique, une ère dont le néologisme allemand hybride de Verunsicherung devant la caractéristique, une expression que l'anglais uncertainty et le français incertitude ne rendent que insuffisamment. Était plongée dans l'incertitude l'existence des Européens qui se voyaient exposés à un monde de l'après-guerre doté de règles du jeu incertaines. Et un reflet par anticipation de la nouvelle situation apparue dans les prototypes littéraires de l'existentialisme, par exemple dans les 2 romans précoces du pilote écrivain Antoine de Saint-Exupéry, Courrier du Sud, 1929, et Vol de nuit, 1931, et du jeune aventurier qu'était André Malraux. Celui-ci avait présenté en 1933, avec son roman « La condition humaine », une sorte de manifeste de la nouvelle humeur de l'être dans le monde, entre les extases du combat et celles de la consommation d'opium. Sur le sol allemand, c'est avant tout Martin Heidegger qui a conceptualisé la qualité de Vol de nuit qui s'attache
à l'existence humaine de l'après-guerre, lorsque, dans sa leçon inaugurale à l'Université de Fribourg, intitulée « Qu'est-ce que la métaphysique ?», le 24 juillet 1929, il enseignait le néant et la négation de la totalité de l'existant, le non-existant pur et simple. L'angoisse révèle le néant. Dans l'angoisse, l'existant dans son ensemble devient branlant. L'existence elle-même se retient à l'intérieur du néant. Être retenu dans le néant par la cause de l'angoisse cachée fait de l'homme le vicaire du néant. C'est pour cela que la complète étrangeté de l'existant peut nous assaillir. Mais restreindre le diagnostic sur l'époque au basculement des sécurités bourgeoises vers les humeurs de perdants ne rendrait pas compte du cours des événements de l'époque. Une partie significative de l'atmosphère d'après-guerre remonte à des impulsions qui s'étaient déjà annoncées au cours des 2 dernières années de la guerre. On pourrait les décrire comme une tendance à se réfugier dans l'illusion, mieux comme une disposition à se diriger vers des attitudes de refus relatifs de la réalité. Et il était dans la nature des choses que de telles tendances se manifestaient avant tout chez les perdants. L'expression de la guerre après la guerre, dont Oswald Spengler a affirmé qu'elle lui trottait déjà dans la tête au cours de l'été 1918, laissait pressentir que le cessez-le-feu à lui seul n'apportait rien du tout. Le syndrome, le combat continue, dessignait certes en premier lieu les prolongements bolchevistes et nationaux révolutionnaires, alias fascistes, au résultat de la guerre, mais englobait aussi un large spectre de poses délibérées du dadaïsme au surréalisme jusqu'au millénarisme catastrophique, de l'attitude néo-catholique du refuge dans le sacré jusqu'au cynisme de l'imposture froide. On a déjà vu s'accomplir un prélude au début de l'an 1917, lorsque le dictateur militaire de fait de l'Allemagne, le général Erich Ludendorff, alors même qu'il était convaincu dès le mois de décembre 1916 que la guerre ne pouvait pas être gagnée, persista à vouloir arracher au moins une paix à des conditions avantageuses pour l'Allemagne, c'est-à-dire le pendant allemand de ce que les Français appelaient dans les années 50 une sortie honorable, ce qui l'incita, contre l'avis de Walter Rathenau, qui en dissuadait, à proclamer la guerre sous-marine à outrance, au risque de provoquer l'entrée en guerre des États-Unis. Se fiant à son intuition, il voulait tout miser sur une seule carte et actionner le dieu-machine du sous-marin ou le Neptunus ex machina. Les deux termes ont été forgés par Walter Rathenau dans son mémoire « Que va-t-il advenir ?» Et quand le président américain Wilson déclara la guerre en avril 1917 et que les bolchevistes accédèrent la même année au pouvoir par un coup d'État, commença à se profiler, avant même la fin des hostilités, cette polarité des puissances mondiales qui allait marquer le XXe siècle. Pour le Reich allemand, sous l'égide de Guillaume II, et notamment en raison des poses récalcitrantes du monarque, ce qui s'était réalisé pendant la guerre mondiale était ce summum malum politique que Bismarck avait redouté comme le cauchemar des coalitions. Et avec l'apparition d'un agrégat confus de peur, de défis et d'amertume, s'était installée une situation politico-culturelle générale
dans laquelle il fallait réexpliquer l'Europe aux Européens. Et partout dans l'Ancien Monde, ce fut l'heure de cet impératif relevant du diagnostic sur l'époque qui, en Allemagne, a commencé par les discours à la nation allemande de Fichte en 1808, avait assigné à la philosophie traditionnelle, parallèlement à ses fonctions contemplatives, des tâches relevant de la thérapie, de la psychagogie politique et de la pédagogie nationale. Et des textes publiés par Rosenstock-Huessy en 1931 et 1938, dont on parlait la dernière fois, ne peuvent être compris que comme des réponses au commandement actuel de saisir son propre temps en pensée. Mais comme Rosenstock n'était pas un hegelien, et parce que pour lui, l'autoréalisation de l'idée dans le temps demeurait un concept vide, il mit ses cartes théologiques sur la table et fit comprendre que le processus historique réel était le prolongement des actes des apôtres. Par les dynasties européennes et des peuples et des civilisations, par les moyens séculiers de la politique mondiale. Et pourquoi pas une sorte de téléphone arabe qui parcourt la totalité de l'histoire. Mais celui qui chuchote à l'oreille de son voisin la phrase « aime ton prochain comme toi-même » doit intégrer à ses calculs le risque qu'après plusieurs transmissions surgisse la phrase « extermine l'ennemi de classe ». L'ambition qu'avait Rosenstock-Huessy réexpliqué de l'Europe aux Européens et son procédé de marche à reculons dans la série des révolutions qui ont fait de nous ce que nous pouvons et devons être, n'aurait pas trouvé sa forme existante si elle n'avait pas été précédée par un livre qui, dès l'instant de sa parution, au début de l'automne 1918, publié par la maison d'édition viennoise scientifique renommée qu'était Braunmüller, avait fait fureur dans la totalité de l'espace germanophone. Der Untergang des Abendlandes, le déclin de l'Occident, d'Oswald Spengler, un livre qui se présentait au public avec cet ajout intimidant, esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle. S'il n'y avait eu que le sous-titre, l'œuvre n'aurait jamais dépassé le cercle étroit d'un public d'historiens professionnels. Mais le titre principal déployait en revanche sur le champ une efficacité que l'on peut difficilement interpréter autrement que comme par la luminosité d'un message archétypique. Jamais l'Europe avait été plus proche qu'à ce moment du motif Apocalypse Now. Le titre de Spengler faisait ressortir toute la richesse des harmoniques du mot allemand Untergang, un mot que l'on peut rapprocher des soleils, des navires, des dynasties, des peuples et des civilisations, alors que le français utilise 3 verbes différents pour désigner le coucher du soleil, le naufrage d'un navire et la chute d'une civilisation. Et que l'anglais distingue sunset, shipwreck, fall, doom and decline. De plus, l'expression Untergang des Abendlandes était surdéterminée sur le plan héliologique, dans la mesure où Abendland, le pays du soir, constitue une germanisation à haute charge idéologique du mot latin occidens, qui, par nature, avait le mot oriens comme pendant. Et le marque-page que nous nous apprêtons à glisser dans le livre de l'Europe
le sera par conséquent dans cet ouvrage, dont le titre, rapidement devenu proverbial, a traversé la totalité du XXe siècle, bien que la connaissance de son contenu ait déjà fortement reculé peu après sa parution. La deuxième partie du livre, paru en 1922, et qui, sur bien des points, dépasse la première par son originalité et son audace, ne fut plus reçue qu'avec un morne intérêt. Et quand dut débuter l'ère des Roaring Twenties, avec ses percées vers la nouvelle objectivité, die neue Sachlichkeit, et la frivolité forcée, ère qui s'achèverait avec la crise économique mondiale à partir de 1930. La formule du déclin de l'Occident n'était plus qu'une pièce de monnaie usée dans les jeux de langage du pessimisme vulgaire qui unissait la bourgeoisie appauvrie aux masses de la nouvelle civilisation des employés. Que l'ouvrage de Spengler n'était à cette époque manqué dans aucun foyer allemand doté de restes de culture livresque, plaide tout de même pour la force de contamination du premier succès. La traduction anglaise, parue en 1926 sous le titre « The Decline of the West », la française, avec un retard caractéristique en octobre 1931 sous celui du « Déclin de l'Occident », et la traduction l'espagnole en 1932 sous le titre « La Decadencia de Occidente », avec une préface de Ortega y Gasset. L'œuvre de Spengler n'a rien d'une lettre envoyée depuis le front et délivrée en retard, comme c'était le cas avec les livres de Rosenstock-Huessy. Vers 1915, son auteur avait été réformé lors du Conseil de révision qui l'avait classé inapte au combat en raison de sa constitution nerveuse. Il passa les années de guerre dans la sécurité relative de son existence de rentier érudit et dépourvu d'obligations professionnelles à Schwabing, le quartier bohème de Munich, non loin de la maison dans laquelle Lénine avait cogité vers 1901 sur des plans de la révolution en Russie. Et que Spengler ait pu devenir l'un des premiers à vouloir expliquer aux habitants de l'Occident leur situation dans le cours du monde ne tenait donc nullement à une expérience de guerre. Sa synchronisation avec l'humeur du public à l'automne 1918 résultait d'une coïncidence inattendue avec des percées voulues par l'auteur même. Il crut, du reste, jusqu'au dernier moment que les armes allemandes l'emporteraient, et il souhaitait qu'il soit lu comme un appel instructif à la bravoure du vainqueur face aux missions qui l'attendaient pendant l'hiver de la culture faustienne. Et dans son rôle de diagnosticien de la crise européenne devant la Première Guerre mondiale, Spengler avait acquis une sensibilité aiguisée pour les lignes de conflit qui tentaient de décharger leur potentiel accumulé pendant des décennies. Dans un climat où prospéraient les philosophies de la vie, étaient apparues, et pas seulement dans les milieux de la jeunesse, qu'elle soit allemande ou généralement européenne, une conscience critique de la dénaturation et de la technicisation croissante. Le monde entier parlait de la distanciation entre l'homme et la nature, de la frénésie de la grande ville et de la fugitivité croissante des relations humaines. Les caractéristiques typiques de la décadence que Nietzsche avait déjà décelées dans l'art de Richard Wagner, le brutal, l'artificiel et l'idiot, toutes choses avec lesquelles des sujets épuisés se font croire à un ultime intérêt, étaient omniprésents dans la littérature,
sur les scènes de théâtre et dans la presse. L'association des idées de décadence et de culture tardive était dans l'air. De fait, la misère de la défaite allemande offrit un humus idéal pour la réception de son œuvre, qui semblait offrir rien de moins qu'une herméneutique de l'obscurcissement fondée sur l'histoire du monde. Ne contenait-il pas littéralement un mode d'emploi pour le maniement d'un destin difficile à accepter et pourtant inévitable? Et avec son concept formel ou morphologique à la Goethe et sa diction à la Nietzsche, le livre de Spengler fournissait plutôt quelque chose comme des considérations inactuelles livrées en retard. Une constellation singulière permit au livre de se révéler comme la plus actuelle de toutes les publications. Elle fut apportée au public comme un message venant des froides hauteurs de Sils Maria ou des marges revêches de Weimar, au moment précis où l'on ne pouvait que commettre à leur sujet les plus grands contresens. On comprend pourquoi la protestation de Spengler contre la lecture pessimiste et prétendument illégitime de son livre est restée sans effet. Le texte de Spengler avait aussi par nature en sa faveur un puissant de fabula narratur. C'est ce que méconnut Rosenstock-Huessy quand il reprocha ultérieurement à l'auteur d'avoir conçu un type d'historiographie dénué de rapport avec la mémoire vivante des hommes et même de n'écrire que pour des gens fatigués de leurs souvenirs. C'est aussi ce que méconnut Martin Heidegger lorsque, au début de sa grande leçon fribourgeoise sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, au commencement du semestre d'hiver 1929-1930, il suggéra que les lecteurs des diagnostics culturels semblables à ceux de Spengler étaient probablement des gens devenus à eux-mêmes tellement ennuyeux qu'ils étaient disposés à intervenir comme figurants dans un péplum de l'histoire du monde. En vérité, l'aspect excitant des réflexions de Spengler sur la situation de l'Occident se révèle dans le fait qu'il s'agit justement de notre déclin et de ton co-déclin en lui que l'on racontait ici en d'amples mouvements. Et à cette suggestion, Rosenstock-Huessy opposa, près d'une décennie plus tard, une vision d'une ampleur analogue de nos révolutions et au ipso une évocation de tes retournements dans les bouleversements collectifs de la grande histoire. De toute évidence, l'exposé que fait Rosenstock-Huessy sur une chaîne de révolutions allant de la fin du XIe siècle au début du XXe siècle se situe sur une ligne parallèle à la mesure temporelle de Spengler pour la civilisation faustienne occidentale, 11e siècle, 20e siècle. Ce qui nous force à soupçonner que l'auteur veille à ce que tous les traits d'une manière de voir liés à l'histoire de la décadence soient effacés. Quand, une bonne décennie après Spengler, on émettait la prétention d'expliquer de nouveau l'Europe actuelle aux Européens de cette époque dans les termes d'une théorie universelle de la Révolution, on ne voulait absolument pas parler d'immobilisation liée à l'âge, de mécanisation, de pétrification ou d'aliénation. L'histoire véritable et réelle de notre monde est, selon lui, Rosenstock-Huessy, celle de l'enthousiasme qu'apporte aux hommes le message évangélique
et ses transpositions dans l'incognito de l'humanisme séculier qui regroupe quantité d'idiomes politiques, moraux, thérapeutiques et esthétiques. La forte ambition de Spengler s'explique par son affirmation d'avoir découvert une logique de l'histoire qui s'impose, selon lui, au-delà du fortuit, du local et du singulier. Il s'agit, en l'occurrence, d'une logique qu'on doit comprendre à l'aune des cultures considérées comme des formes biographiques primaires et universelles. Dans l'édification de cette thèse se révèle ce que l'entreprise spenglerienne dans son ensemble a d'aventureux. L'auteur croit sérieusement avoir découvert une nouvelle espèce, ou plus précisément une entité parabiologique nommée culture, ou à la rigueur culture hautement avancée, Hochkulturen, et pouvoir rendre visible en elle un changement de forme susceptible d'être présenté biographiquement. Et celui-ci, le changement, s'accomplit selon une loi universelle, sous le double dictat de la croissance et de l'entropie. Et Spengler ne se prive pas d'identifier 8 supercréatures vivantes de ce type, intervenues indépendamment les unes des autres, et son énumération englobe la culture de la Babylone ancienne, l'égyptienne, l'indienne, la chinoise, celle de l'Amérique centrale et celle magique de la Nouvelle-Babylone, important par le fait qu'elle est le berceau du premier christianisme et de l'âme arabe. Pour Spengler, l'histoire du christianisme est coupée en deux parce que la première partie fait partie de l'âme arabe et la deuxième partie du christianisme fait partie de l'âme faustienne. C'est donc quelque chose qui devait déplaire beaucoup aux théologiens chrétiens parce qu'on leur ôtait la continuité de l'histoire de la religion et elle a aliéné le Christ original de ses croyants de l'époque du deuxième millénaire. Et la culture antique est celle de l'Europe de l'Ouest. Alors, somme toute, ils font 8. Et il faut noter ici que seuls les 3 derniers atteignent une certaine visibilité concrète. Et en sa qualité de métabotaniste, Spengler affirmait qu'instruit par le mode de pensée morphologique de Goethe, il était en mesure de définir les lois du cours de la vie de ces superplantes par analogie avec les biographies des individus humains. Il développa la ferme conviction d'avoir accompli dans ses réflexions le pas séparant la science oraculaire ou la mantique religieuse et un prophétisme fondé scientifiquement, mieux d'avoir développé une théorie exacte du destin collectif. Et la phrase première de l'introduction au déclin de l'Occident ne laisse aucun doute sur ce point. On a osé, pour la première fois dans ce livre, tenter une prédétermination de l'histoire. Il s'agit de poursuivre le destin d'une culture et de la seule culture qui soit en train de s'accomplir de nos jours sur cette planète, la culture ouest-européenne-américaine dans ses phases non encore dépassées. Et si l'on voulait trier attentivement le vocabulaire de ce préambule, histoire, destin, culture, planète, phase dépassée, on aurait déjà en main une partie essentielle de la grammaire historiographique spenglerienne. Ce sont des expressions qui s'intègrent dans un registre métabiologique et métabiographique,
mais aussi dans certaines limites cosmologiques. On ne pourrait en soi rien y découvrir qui puisse attirer le lecteur hors de son attitude d'indifférence bien tempérée avec l'attitude avec laquelle, pour peu qu'on ait été suffisamment éduqué à la théorie, on était habitué à réceptionner, par exemple, les discours du type des considérations sur l'histoire universelle à la Jacob Burckhardt, publié à titre posthume en 1905. Et mieux, même les raisonnements de Hegel dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire de l'an 1821 pourraient, dans cette attitude, être compris sans effort. Mais seule la désignation du nom propre, utilisé en adjectif ouest-européo-américaine, déborde du cercle de l'indifférence théorique virtuelle. Et de ce terme découle, pour le récepteur doué de présence d'esprit, l'impulsion d'un inéluctable tua res agitur. Et il se transpose dans le moment où le lecteur comprend que la culture nommée ici, et qui sera clarifiée un peu plus tard, comme la culture faustienne ou celle du catholicisme gothique, avec le motif de l'espace infini qui le propulse, nul n'est autre que celle dans laquelle il doit lui-même se classer, nolens volens, et non seulement en tant qu'observateur et témoin marginal, mais aussi comme compagnon de souffrance et partenaire de destin. L'acte d'auto-affectation du lecteur à la civilisation en question et à son destin de vieillesse ne se fait pas sans conséquences intriquées les unes dans les autres. Ce qui pourrait apparaître au premier regard comme une occasion enivrante de prendre sa place dans l'omnibus de la grande histoire se révèle être, à y regarder de plus près, l'exigence scandaleuse de se concevoir comme le compagnon de route d'une fatalité globale. Spengler a tout de même le tact de remplacer encore dans la phrase inaugurale le mot déclin par celui de parachèvement. Il devrait cependant être clair que la vision spenglerienne du parachèvement de l'Occident veut entraîner le lecteur dans une partie finale qui, en dépit de son énormité, n'autorise pas une participation purement contemplative. Elle transmet l'exigence d'admettre un partenariat de destin. Ce n'est pas pour rien que l'auteur se réfère à la devise nietzschéenne de l'amor fati, l'amour du destin qui relève d'une conception tragique du monde. De même que Léonard de Vinci avait produit la devise typique de la Renaissance, que celui qui ne peut pas ce qu'il veut, veuille ce qu'il peut. En italien, c'est chi non può ciò che vuole, ciò che può voglia. Spengler aimait la sentence prusso-néo-stoïque. Celui qui a compris que la réalité ne s'interroge pas sur ses souhaits doit vouloir ce qu'il doit. Et si tu ne parviens pas à vouloir ce que tu peux, tu sombres sans laisser de traces dans l'anonymat. Et si tu n'as pas la force de vouloir ce que tu dois, l'histoire passe au-dessus de toi sans prendre note de ton existence. Et les prétentions de Spengler visent à liquider la différence entre philosophie et analyse de la situation ou le diagnostic sur le temps présent pour conquérir une nouvelle forme d'historiographie anticipatrice. Mais les anticipations, les pas encore de Spengler
renvoie à quelque chose qui vient et dont les trajectoires doivent être prédéterminées par une connaissance claire des lois irréversibles de l'entropie. Et dans les faits, Spengler fait appel au deuxième principe de la thermodynamique en voulant reconnaître la version scientifique des doctrines mythiques du crépuscule des dieux. L'entropie et le crépuscule des dieux parlent dans deux langues différentes de la même chose. Et parce que les cultures, comme les plantes d'un ordre supérieur, sont soumises au vieillissement et débouchent sur ce que Spengler appelle le stade de la civilisation, c'est-à-dire au stade de la stérilité finale, de l'aliénation impérialiste et de l'autocitation alexandrine, la connaissance par anticipation de l'histoire future est, selon lui, possible avant sa réalisation, ou mieux, avant son inéluctable autoréalisation. En conséquence, l'auteur veut mettre au monde rien de moins qu'une théorie scientifique du destin commun, quitte à ce que cela fasse sous la forme d'un déclinisme objectif, auquel on pourrait aussi bien donner le nom de perfectivisme fatal. Et Spengler foule ainsi un terrain sur lequel Emmanuel Kant avait mis un pied un siècle et demi plus tôt, en étendant aux objets de l'histoire, avec la prudence de rigueur, sa question centrale sur la possibilité d'une connaissance a priori. Comment des jugements synthétiques a priori sont possibles. Mais en posant cette question, il anticipe de manière ponctuelle les efforts menés par Wilhelm Dilthey pour développer une épistémologie à l'usage du monde historique, alias une critique de la raison historique. Et dans son écrit tardif de philosophie vulgarisée, publié en 1798, Le conflit des facultés, Kant posait sur un ton détaché la question « Comment l'histoire est-elle a priori possible ?» En y répondant par cette sentence lapidaire, si le devin fait et organise lui-même les événements qu'à l'avance il prédit. Et l'information que donne Kant est très profondément ironique. Elle contient l'indice que ce sont le plus souvent les prophètes de malheur qui ont contribué à la réalisation de leurs prédictions. Et il est probable que les corrupteurs de l'humanité sont ceux qui réussissent le mieux l'histoire a priori ou l'histoire selon un plan. Et le philosophe de Königsberg ne paraît-il pas loin ici de découvrir le schéma de la self-fulfilling prophecy. Il ne peut pas encore donner l'exemple d'une prophétie qui se mette elle-même en œuvre dans le sens favorable du terme, sauf à considérer comme telles les remarques laudatives de Kant sur l'enthousiasme qu'ont provoqué dans un premier temps les proclamations de la Révolution française. Or, le cours de cette révolution était justement devenu paradigmatique de cette expérience qui imprègne la conscience historique moderne, selon laquelle le Eigensinn, la logique propre aux séries d'actions réelles, s'impose face aux intentions des devins et des idéologues. L'inventaire empirique essentiel contient la preuve que les choses surviennent toujours différemment qu'on ne l'avait pensé. On peut affirmer sans autre formalité
que c'est au cours de la Révolution française qu'on pouvait rendre responsable de ce que le concept de destin, à partir du début du XIXe siècle, a pu de nouveau contester son rang au concept de l'histoire comme projet. Et c'est en vain qu'on a défini les Lumières comme une tentative de saboter le destin. Il n'est pas rare que le destin entre en vigueur à la suite de l'autosabotage des Lumières. On pourrait aussi dire avec une tendance implacable par le déploiement de ces paradoxes inhérents. Parmi ceux, l'incompatibilité des postulats de la liberté et de l'égalité joue un rôle corrosif, presque comme l'expérience que toutes les tentatives de réaliser la domination des grands nombres, hoi polloi en grec, sur le mode de la démocratie, débouchent toujours sur une domination de quelques-uns, en grec, hoi oligoi, et les oligarches, qui normalement sont issus de la politique et de l'économie. Et cela pour la raison systémique que la plupart des États-nations sont beaucoup trop grands et trop informes et trop dépendants de procédures bureaucratiques et fiscocratiques pour être modélés vraiment par les citoyens actifs, à la grande exception de l'État helvétique. Et si l'histoire, a priori, devait être possible sur le monde de Spengler, elle ne devrait pas devenir active sous la forme d'une prophétie de malheur autoréalisatrice. Elle devrait s'appuyer sur des lois du déroulement qui s'appliqueraient indépendamment des pronostics et des projets. Et sur ce point, outre le concept de l'entropie, Spengler a, sur l'auteur du conflit des facultés, un concept d'avance, concept qui ne s'était déployé qu'au XIXe siècle, celui de l'évolution sous la loi de la morphogenèse. Spengler en fit usage pour se livrer à son interprétation morphologique ou hyperbiographique de la transition essentielle pour le diagnostic qu'il portait sur l'époque entre la culture de maturité à la civilisation de grand âge. Et tandis qu'il travaillait au premier tome de son œuvre entre 1912 et 1917, il se trouvait lui-même dans une situation où, dans son rôle de diagnosticien engagé de son temps, il devenait aussi inévitablement un biographe de la culture. Et en tant que biographe participant à sa propre culture, il était condamné à rédiger un document ayant les caractéristiques latentes d'une autobiographie. Il ne pouvait pas, il est vrai, faire autrement que s'intégrer au processus de civilisation qu'il s'efforçait de comprendre. Il était forcé d'admettre que le stade de la faiblesse due au grand âge, entamé depuis longtemps pour la culture ouest-européenne et américaine, et auquel il donnait le nom de climactérium de la culture, et le concernait lui-même au plus profond de soi. Et à ce stade, il ne restait plus à l'individu cultivé aucune autre solution que d'obéir à l'impératif impérial de son temps. Il lui fallait adopter une attitude stoïque, tel ce soldat de garde à Pompéi que l'on avait oublié de relever au moment de l'éruption du volcan et que l'on a retrouvé debout à son poste lors des fouilles effectuées près de 2000 ans après, plus tard. Les Européens, ça devrait être ceux qu'on découvre dans un avenir lointain, debout sous les cendres. Et dans sa préface de 1922, Spengler admettait avoir écrit un livre entièrement obligé par l'esprit
à l'esprit de son époque. Il n'aurait pas seulement pu s'appeler Exo Homo Occidentalis, comme le projet plus tardif de Rosse-Stockhussi, qui se donnait sans détour le titre Autobiographie de l'homme occidental, à côté du sous-titre pompeux Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, le déclin de l'Occident aurait aussi pu se classer dans le genre des confessions. Le penseur n'a pas de choix. Il pense comme il doit penser, et ce qui est vrai pour lui est en fin de compte l'image de l'univers né avec lui. Et celle-ci, il ne l'invente pas, mais la découvre en lui. Elle est lui-même une seconde fois son essence conçue dans les mots, le sens de sa personnalité métamorphosée en doctrine. Compte tenu de ces implications hyper-autobiographiques, le livre de Spengler fait de ses lecteurs des compagnons de destin dans la perplexité d'une existence qui arrive trop tard pour le grand art et pour la créativité réelle. Il les invite à devenir des partenaires dans la stérilité héroïque. Et seul le statut de complice dans la fidélité à une cause finalement perdue, leur donnerait, estime-t-il, l'occasion de démontrer une sorte de dernière grandeur. Et de toutes les propositions diagnostiques et prognostiques que l'on pourrait tirer du schéma hyperbiographique et morphologique de Spengler sur le plan du diagnostic et du prognostic, il y avait surtout, sous l'aspect de l'histoire politique des idées, celle d'une importance réellement chargée de risques qui se rapporte à la fatalité, lue d'après des modèles antiques, du passage de la forme d'État républicaine à la forme césarienne. On n'a pratiquement jamais souligné la profonde ironie qui s'attache à la morphologie appliquée de Spengler, selon laquelle ce sont justement les phases tardives des cultures dans leur émergence, comme le centralisme césarien, le militarisme, l'impérialisme expansif et les idolâtries creuses des potentats de fortune qui accèdent à la domination. Les cultures de Spengler, ces superplantes de la plus haute espèce, ne se contentent pas de faner à leur stade tardif, elles se scindent en tendances mutuellement incompatibles. D'un côté, le surraffinement du futur art du Nerv, le Nervenkunst, et des épistémologies relativistes, et de l'autre côté, l'hyperbrutalisation des phénomènes de masse relevant d'une néo-barbarie. Et le système culturo-gériatrique du grand bricoleur ne prévoyait pas de phase de faiblesse sénile bien méritée pour la sphère de la domination mondiale globalisée des environs de 1900, celle de l'âme faustienne censée être en voie d'extinction. Il soutenait que les vecteurs actuels d'une civilisation faustienne, malade de sa pulsion vers l'infini, d'abord les Britanniques, mais aussi en partie les peuples latins, et surtout la nation mère des Faustiens, les Allemands, avaient l'obligation fatidique d'activer un mouvement de fureur du vieillard, un fureur impérialiste de vieillard, curieusement. Mieux, un geste résolu visant à se saisir sans partage du pouvoir sur le monde. Il est facile de comprendre dans ce contexte pourquoi l'ascension de Napoléon au ciel de l'après-midi d'une culture européenne arrivée à maturité ne pouvait qu'annoncer aux yeux de Spengler le début de la phase césarienne tardive. La partie finale sur le terrain de la civilisation pouvait tout de même, conformément au schéma, embrasser une période s'étalant sur 2 bons siècles,
ce qui impliquait pour l'année 1918 que l'entrée en scène du nouveau César définitif pouvait être imminente. Et aux yeux du visionnaire munichois, le XIXe siècle n'avait pratiquement été que la phase d'échauffement des candidats au combat final pour la puissance mondiale, un combat qui devait rester un drame intra-européen ou occidental en intégrant fugitivement le reste du monde. Et en raison de sa fixation sur les hypothèses morphologiques, Spengler demeura inacceptable à l'argument critique selon lequel l'Imperium Romanum n'avait jamais disparu d'un point de vue dramaturgique, mais avait été remis en scène au fil de multiples métamorphoses et translations, et que son regard ait été captivé par le stade tardif de la culture ouest-européenne, qu'il était persuadé que l'avènement d'un conglomérat de pouvoirs césariens et monopolistiques était imminent, l'a empêché de discerner le pluralisme irrépressible des systèmes d'action politico-culturels qui, sur tous les continents, ont conféré sa dynamique au monde en cours de modernisation. Mais la principale erreur de Spengler, et en même temps celle qu'il était le plus difficile de corriger, est apparue dans sa supposition que le monde, à l'époque de la Première Guerre mondiale, n'était au total que la surface de la projection et d'action de la finale faustienne. Il associa beaucoup trop étroitement sa doctrine de la fin de partie de la sphère faustienne à la surextension narcissique de l'âme de la culture ouest-européenne, dont il voulait croire qu'elle manifestait aussi son héroïque agonie dans sa propre personne. Et ce qui lui échappa ainsi, c'est la dynamique intrinsèque de la sphère civilisatoire que Hegel avait définie comme le royaume de l'esprit objectif. En vérité, des disciplines comme les sciences de la nature européenne, la pensée européenne de l'ingénierie, le système industriel européen, la législation européenne des droits réels, les procédés médicaux européens, les concepts d'art européens et les doctrines constitutionnelles européennes étaient déjà à l'époque, de manière actuelle et sur la tendance, largement coupées de leur source originelle, pour autant qu'elles aient jamais réellement été co-conditionnées par des dispositions faustiennes, c'est-à-dire par le démon du lancement dans l'espace infini. Elle s'était transformée en corps composé de concepts, de règles et des procédés dépourvus de restrictions marquantes liées aux droits d'auteur, des corps de savoir, des corps de technique que l'on pouvait facilement transposer et qu'il était en principe possible de copier et d'adapter en fonction des variables locales. Et s'il existait de telles restrictions, on devrait qualifier une entité politico-technique comme la Chine post-maoïste comme un unique et grand plagiat de l'Europe. Mais toute tentative de les relativiser dans l'esprit d'une phase d'âge faustien, les rayonnements scientifiques, techniques, artistiques et politico-moraux de l'Europe, et de les rattacher au sol de l'ancien monde, reviendrait à pratiquer une reprovincialisation absurde des universaux auxquels on aurait apporté la caution de l'interculturalité. On est forcé de craindre que Spengler, qui, en tant que philosophe, avançait sur un chemin allemand vers le pragmatisme, une voie sur laquelle il n'est vrai que ce qui fait est fait, qu'il ait massivement sous-estimé l'universalisme des effets positifs des idées et des techniques européennes en voulant les liant
en voulant les lier trop étroitement au final élargi de la culture ouest-européenne et américaine. Il ne parvient jamais à penser objectivement les valeurs transculturelles intrinsèques à l'âge de la technique, et c'était dû sans aucun doute à la pauvreté méthodologique de son appareil conceptuel. Il y manquait, à côté des concepts de l'évolution et de l'entropie dont il a fait un usage démesuré, l'idée décisive pour la théorie des processus, celle du feedback positif. On en a parlé dans notre troisième réunion. Et les applications de celui-ci permettent de susciter des effets dynamiques et des phénomènes de croissance par bonds dont les diagrammes n'ont strictement plus rien à voir avec les modèles biographiques et les mutations organiques formelles. J'arrive à la fin. Plus d'un siècle après l'apparition des 2 volumes du déclin de l'Occident, la question de savoir si, par hasard, Spengler n'aurait pas eu raison tout de même, s'est résolue d'elle-même. Si l'on entendit par le mot déclin l'entrée de l'Europe occidentale dans une ère des dictatures, la prophétie de Spengler se serait accomplie cum grano salis, bien que le dictateur Hitler ait été trop lamentable aux yeux de celui qui l'avait annoncé pour satisfaire l'attente d'un nouveau César ou d'un Tibère. Curieusement, Spengler méprisait l'empereur Octavianus Augustus, il adorait Tibère. Et Spengler ne vécut pas assez longtemps pour se faire une opinion sur des personnages comme Staline et Mao Zedong. Mais lorsque l'érudit français Élie Halévy, dans une conférence tenue en 1936 à la Société française de philosophie, transposa une partie des constats établis par Spengler dans la formule « l'ère des tyrannies », il révéla la source commune du bolchevisme et du fascisme dans les stratégies du gouvernement complotiste. Ces propos culminaient dans la constatation que l'Union soviétique constituait, compte tenu de sa structure complotiste, un fascisme en sens strict. Le curieux, c'est que les théories du complot produisent des fantasmes sur des complots qui ne se réalisent pas, qui restent toujours à l'arrière-fond de la... Mais les complots réalisés, ils ne les voient pas. Et ça, c'est le drame de la gauche européenne. Jusque dans les années 70, il était pratiquement aveugle pour le complot au pouvoir. Mais il n'était pas au pouvoir chez nous, curieusement. Et pour ce qui concerne les pronostics césaristes de Spengler à propos de l'Occident actuel, ils ont été définitivement recusés depuis longtemps, mais ils reviennent quand même de l'Orient lointain et perdu de l'Europe sous forme du spectre moscovite. Mais jusqu'au début du XXIe siècle, ce qui faisait le charme et l'avantage de l'Europe, c'était au contraire qu'elle n'avait ni les moyens ni la volonté d'exercer de nouveau une fonction hégémonique mondiale. Et c'est sa faiblesse, mieux sa honte, que de s'être voué trop longtemps à un leurre pseudo-kantien de la paix éternelle et d'avoir négligé l'affirmation de soi dans un monde pas du tout pacifique. Et si l'on dessinait en revanche par le mot déclin l'éloignement du centre des puissances mondiales que le déroulement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ont imposé à la sphère ouest européenne, la plus faible moitié des pronostics de Spengler se serait tout de même accomplie. Mais si le mot déclin devait signifier la sortie de l'histoire réelle opérée par une région du monde virulente sur le plan de la culture hautement avancée,
et sa régression dans un état de lassitude post-historique et d'indifférence anhistorique, on ne pourrait guère l'appliquer de manière judicieuse aux événements et aux situations de l'espace ouest et centre européen dans les 3/4 de siècle qui s'écoulent entre 1945 et 2024. Spengler avait décelé dans les situations de l'Égypte, à l'époque pharaonique et post-romaine, la notion de peuple de Fela, qui remonte au mot arabe Fala, le laboureur, et proclamé que l'avenir sans avenir des cultures avancées et exténuées s'incarnait en lui. Le destin de leur population serait, selon lui, de se reconvertir au modus vivendi d'une paysannerie primitive. Mais cela étant dit, on n'est pas tenu d'avoir une haute opinion morale sur les formes de vie dominantes de la bourgeoisie contemporaine. Et on peut tout à fait reconnaître à leurs propos, dans un esprit critique, que pour de grandes majorités, elles ne représentent pas beaucoup plus que la promesse d'une existence aux horizons du consumérisme libéral. Mais cette promesse s'accomplit de manière avantageuse dans les larges classes moyennes chez qui se répand une certaine démocratisation de luxe, luxe de mobilité, luxe de vêtements, luxe de table, luxe érotique, et surtout le luxe sanitaire et le luxe dans l'utilisation des douches et des baignoires. Parce que le plus pauvre chômeur d'aujourd'hui partage un luxe de bain que les habitants du château de Versailles n'ont pas jamais connu. Donc, la formule démocratisation du luxe n'est pas seulement forgée par l'esprit des pages littéraires. C'est la sociologie dure. Au lieu d'un peuple monotone de Fela, on a vu apparaître en moins d'un siècle sur le sol de l'Europe occidentale et centrale une foison de formes de vie, d'art, de littérature, de mobilité, de créativité et de sensibilité qu'on ne saurait résumer et dont la simple existence a démenti tous les verdicts sommaires du pessimisme culturel. Pour lire Spengler avec profit aujourd'hui, il faut avoir le projet de clarifier ses propres idées sur les risques du déclinisme qu'il exprime dans la tonalité de l'héroïsme ou dans celle qu'il s'exprime dans la tonalité de l'héroïsme ou dans celle du défaitisme. Mais en tant que conseiller politique, Spengler révélait à son époque de la catégorie des nationaux conservateurs. Il ne saurait par quel bout prendre une entité comme l'Union européenne parce qu'elle se situe totalement hors de son univers conceptuel, mais aussi au-delà de ses rêves et de ses centres d'intérêt. Il aurait sans aucun doute, méprisé cette nouvelle construction, car elle respecte une éthique qui accorde aux situations médiocres l'avantage sur les extrêmes héroïques. Elle baigne dans les compromis et recule devant tout ce qui exige décision et des lignes rouges précises. L'Europe actuelle a intégralement tourné au sens positif le concept de civilisation, à cette nuance près que la civilisation n'est plus désormais représentée avec les attributs d'un quatrième âge à la stérilité despotique déclinée mais avec ceux
de la maturité adulte, et mieux de la médiocrité apaisée et déclinée par les deux sexes et plus que deux. Et sur elle que se fonde l'approbation sans peine de la plupart de nos contemporains à la note circonspecte de Jacob Burckhardt, selon laquelle, pour nous, l'économie de l'histoire du monde demeure dans l'ensemble obscur. Une seule chose demeure certaine: le déclin n'est pas pour les lâches. Quand on joue avec les humeurs déclinistes, on doit savoir qu'on accroît deux risques. Au discours courant sur la décadence s'attache, d'une part, la tendance à se développer en direction des prophéties autoréalisatrices, et d'autre part, il provoque, sous forme d'optimisme rétif, des réflexes mentaux qui conduisent à méconnaître les crises réelles. Les années qui suivirent 1918 montrent avec quelle facilité un antidéclinisme aiguillonné par la pensée du déclin a pu se transformer en antirélativisme bien campé sur ses deux jambes lorsque les détenteurs en colère du bon sens se rassemblèrent en ordre pour protester contre les théories difficilement compréhensibles du physicien juif Albert Einstein. Le bon sens descendait dans les rues pour contester la forme de pensée einsteinienne. Ça, c'est un moment de vérité pour la pensée collective du XXe siècle. Une foule anti-einsteinienne. Un marque-page inoubliable aussi dans l'histoire des idées. Mais dans les deux cas, le déclinisme apporte de l'eau au moulin de la fausse prophétie. On peut sans peine étudier le siècle passé comme si c'était agi d'un laboratoire de prophétologie dans lequel on testait quelles étaient les bonnes mesures de sauvetage à prendre en fonction des crises qui survenaient. Et de telles études, on ne devrait pas encore attendre des résultats définitifs. On voit tout de même se dessiner une recommandation provisoire. On fait bien, dans tous les cas, de se garder des sauveurs dont les prétendus secours se révéleraient plus graves que les problèmes pour la solution desquels ils offrent leurs services. Et on ne peut pas encore dire avec certitude si le sommet de la nocivité se situe dans le mythe du déclin, dans le mythe du dernier combat décisif ou dans celui du sauveur. Mais pour l'heure, on peut risquer le prognostic que l'avenir de l'Europe est hors de danger tant que les citoyens, même confrontés aux crises multiples, parviennent à résister à l'attrait des solutions mythiques. Merci infiniment de votre attention.